Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Portrait chinois. Aujourd'hui, on va parler de sport, mais de sport cérébral, puisque nous avons avec nous justement deux sportifs du genre. Nous allons parler de lecture rapide. Alors à ma gauche, Philippe Robichon, champion du monde 2017 de lecture rapide. Bonsoir Manu. Alors tout augmente, hein, c'est 2018. 2018, pardon. Oui, puisque 2017, c'est Mohamed Koussa qui est à ma droite. C'est moi. Donc Shenzhen, Canton. Tout à fait. Guangzhou pour les puristes, hein. Donc des championnats du monde qui, comme vous l'avez compris, ont eu lieu en 2017 et en 2018 en Chine. Et avant d'être champion du monde, d'ailleurs, vous vous êtes qualifié en étant champion de France, hein, l'un et l'autre. Ouais. Non, moi je n'étais que vice-champion de France. Vous n'êtes arrivé que deuxième. Que deuxième. Ouais. Alors vous, il y a une petite particularité par rapport à la lecture rapide, puisque vous avez été un petit peu inscrit au championnat de France à votre insu, presque. Oui, à l'insu de mon plein gré. Voilà, donc ça, on va en parler. Alors, bon, ça n'est pas un métier, hein, la lecture rapide, à part peut-être pour quelques rares personnes. Donc, on va quand même dire ce que vous faites dans la vie. Vous, Philippe, vous êtes animateur radio, hein, et journaliste. Hein. Et puis, vous, Mohamed, vous êtes enseignant, formateur. Oui. Hein, et donc, vous avez tous les deux des liens avec la lecture, puisque vous, professeur de lettres, et vous, Philippe, dans les nombreuses émissions de radio que vous avez animées, il y a notamment une émission qui s'appelle le Book Club. Une émission de littérature. Voilà, ouais. de littérature, Ouais. puis des émissions de santé aussi, pour lesquelles vous avez été amené à lire beaucoup de livres. Alors, vous Mohamed, vous êtes, comment dire, vous avez commencé par apprendre la lecture rapide, et après vous avez fait des compétitions, c'est bien ça? Tout à fait. Moi, j'ai commencé parce que la lecture rapide, ça devenait une nécessité dans le cadre de mes études. Je cherchais en fait à avoir du contenu très rapidement et comme je passais les concours de l'enseignement, je n'arrivais pas en fait à lire tous les livres que je voulais pour passer les concours. Alors j'ai dit que vous étiez professeur, vos élèves ils ont entre quel âge et quel âge? Alors moi, collège, lycée? J'ai commencé par professeur des écoles, donc j'ai eu des élèves de la CP jusqu'en CM2 et ensuite j'ai demandé un détachement et depuis 9 ans je suis professeur de lettres-histoire en lycée professionnel. D'accord. Et donc, première étape, c'était pour mes études. Et une fois que j'ai terminé, que j'ai eu le concours, et ben, ça a été pour voilà, traiter la masse d'informations pour les élèves. Donc, lire beaucoup d'ouvrages dans le cadre de mon travail, c'était mon quotidien. Donc, il a fallu un outil adapté. Donc, au départ, vous, la lecture rapide, c'était un outil de travail. Oui, tout à fait. Alors que vous, Philippe, ça a été plus une nécessité dans votre travail, parce qu'entre vos émissions santé, vous animez des émissions religieuses, vous animez des émissions littéraires. Donc forcément, quand les invités ont écrit un livre, il faut bien le lire, il faut pouvoir lui poser des questions. Donc il peut vous arriver de lire jusqu'à 3 livres par jour. Facilement, oui. Voilà, mais vous n'avez pas appris la lecture rapide, c'est-à-dire que vous pratiquez un peu la lecture rapide sans le savoir. Je suis le monsieur Jourdain de la lecture rapide. C'est ça. Fait, ouais. L'autodidacte. Je lis vite, mais enfin, je lis beaucoup que vite en fait. J'ai commencé par lire beaucoup et après je me suis rendu compte que je lisais vite. Et la vitesse est venue toute seule. Mais je ne savais pas que je lisais vite en fait. D'accord, alors… Je m'étais même jamais posé la question pour tout vous dire, Manu. Ouais, c'était normal. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens effectivement comme Mohamed, même si Mohamed s'est pas formé, il s'est formé pour ses études à la lecture rapide, mais il s'est pas formé pour faire des compétitions, même si maintenant vous en avez fait tous les deux et vous avez tous les deux à peu près le même palmarès, hein, les championnats de France, les championnats du monde. En fait, vous Philippe, vous êtes venu sans le savoir, vous êtes devenu sans le savoir un professionnel de la lecture rapide. Alors moi, ma question, c'est si vous avez réussi à être champion du monde sans apprendre des techniques de lecture rapide, si vous enrichissiez votre technique à vous, des techniques qu'a appris Mohamed, par exemple, quand il s'est formé à la lecture rapide, est-ce que vous pourriez être encore plus champion? C'est une question vraiment innocente que je pose parce que je me la suis vraiment posée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les techniques qui existent aujourd'hui pour apprendre la lecture rapide sont des techniques qu'il faut appliquer telles quelles. Elles ne sont pas négociables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bricoler. C'est un package. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est comme un régime. Si tu commences à bricoler, ça ne fonctionne pas. Donc, soit on applique la technique et on l'applique telle quelle. Moi, j'ai repris des techniques de lecture rapide. Par exemple, le fait de suivre le texte avec un guide. Oui, on a l'impression que alors quand on voit des images, bon là vous avez quelques images
pas des championnats eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas de caméra, mais donc des images que vous avez tournées l'un et l'autre. Ce sont des images d'archives à vous, d'archives personnelles au championnat du monde à Canton en décembre 2018. Alors quand on voit effectivement des épreuves de lecture rapide, on voit les compétiteurs avec une espèce d'énorme allumette, quoi. Avec un bout rouge, suivre les lignes comme ça. Alors évidemment, ça va très vite, c'est impressionnant. Donc, à quoi ça sert, ce bout rouge? Est-ce que c'est pour garder un focus sur l'endroit qu'on est en train de lire? En fait, on part du constat que chez la plupart des lecteurs, le regard, il a une espèce de position un peu anarchique. Et comme une béquille, on va donner aux yeux une référence de positionnement. Un focus, oui. Un focus. Ça, ouais. Et en fait, ce qui fait le mouvement, c'est le mouvement de la main et l'œil suit le mouvement de la main. Et en augmentant la vitesse de déplacement de la main, l'œil qui suit augmente sa vitesse naturellement. Après, dans le cas de Philippe, c'est le même cas que Mac Lesguy, par exemple. Mac Lesguy, c'est quelqu'un qui fait de la lecture rapide sans le savoir. Et donc Mac Lesguy, qui est animateur sur M6, on le rappelle. Ouais, on a fait une émission autour de la lecture rapide. Il y a des choses qui sont... en fait, c'est la question philosophique de l'inné et de l'acquis. Et par rapport à ces questions-là, on n'est pas égaux, en fait. Et dans notre éducation, suivant notre façon d'avoir appris à lire, notre attirance par rapport au livre, il y a des gens qui ont développé des facilités. Je donne un exemple simple. Beaucoup de lecteurs, la plupart des lecteurs qui ont été à l'école républicaine développent une voix dans la tête. Et il y a des lecteurs qui ne l'ont pas. Mac Lesguy, par exemple, n'a pas la voix dans la tête, ce qu'on appelle la subvocalisation. Est-ce que ça pénalise, est-ce que ça ralentit le fait d'avoir cette voix? Énormément, parce que cette voix-là est calée sur la voix de la personne. Donc c'est la même vitesse de débit maximum que ce que la personne peut produire avec sa bouche. On ralentit son intellect. Alors, oui et non. Elle ralentit dans le cas de la lecture rapide, mais c'est ce qu'on appelle un principe de synesthésie où on va s'appuyer dessus aussi pour apprendre. Et c'est un énorme levier d'apprentissage. D'accord. Alors, ceci dit, on a beaucoup travaillé sur les questions de subvocalisation pour savoir comment l'enlever cet effet. Donc il y a des techniques de court-circuitage du cerveau qui fait que vous pouvez arriver aujourd'hui à ne plus subvocaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup moins vite qu'on ne lit. Tout à fait. C'est sûr, bien sûr, évidemment. Voilà, on ne parle pas à 350 mots minute, non. Ou à part Big Flo et Oli, mais voilà. Donc il faut penser à ça, penser à la vitesse à laquelle vous parlez et imaginer la vitesse à laquelle vous lisez. Alors, on le rappelait en début d'émission, Philippe, vous êtes du coup un autodidacte, vous avez quelque part inventé votre méthode de lecture rapide. Et donc vous qui n'avez jamais suivi de formation en lecture rapide et qui est arrivé deuxième au championnat de France et puis premier au championnat du monde, est-ce que vous n'avez pas agacé certains participants qui s'entraînent depuis 10 ans? Je ne sais pas, Mohamed était là le jour des championnats de France, donc il m'a bien vu débarquer. Moi j'ai bricolé une méthode. Vous étiez là en touriste un peu? J'étais complètement là en touriste, mais c'est surtout que quand j'ai vu mes voisins, là j'ai paniqué et donc j'ai bricolé une méthode. C'est l'intelligence du moment en fait. J'ai anticipé et après je me suis bricolé une méthode. Vous avez dit qu'est-ce que je peux récupérer de la table d'à côté? Ah pas du tout. Non, pas du tout. Je me suis mis en face, j'ai pris le livre et j'ai commencé à le lire à l'envers. Donc j'ai hacké mon cerveau, je l'ai lu à l'envers et c'est comme ça que je l'ai lu très vite parce que je ne me suis pas occupé du sens. Qu'est-ce que ça apporte de lire un livre à l'envers justement? C'est comme si vous faisiez je vais prendre un exemple manuel. On fait des pompes, on ne sait pas pourquoi, mais on les fait. Non, mais alors c'est pas très loin parce que l'exemple est pas loin, c'est quand vous êtes à la piscine, il y a deux façons de compter de longueur. Soit vous faites 1, 2, 3, 4, soit vous faites 20, 19, 18, 17. Compte à rebours. Et si vous commencez par le compte à rebours, eh bien paradoxalement, pour votre cerveau, vous allez plus vite. Ça dure moins longtemps. Ça dure moins longtemps. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre d'épreuve, on dit hacker le cerveau, mais il faut donner l'impression au cerveau que vous allez plus vite. Par exemple, moi je divise toujours le livre en chapitres, parce que sur un livre de 400 pages, vous avez 20 chapitres de 20 pages, sauf que votre cerveau sait très rapidement lire 20 pages et pas 400. Donc vous allez de 20 pages en 20 pages et ainsi de suite. Et comme ça, vous gagnez des minutes. Est-ce qu'on arnaque un petit peu son cerveau c'est exactement pour le pousser dans ses derniers retranchements, pour l'optimiser? Ce qu'a fait Philippe, c'est une des caractéristiques des gens qui ont une vue sur leur propre pratique. Là, comme moi j'étais présent au championnat de France, la plupart des gens font avec ce qu'ils ont appris. Ouais. Mais il y a des gens, comme c'est le cas de Philippe, c'est que le fait de réfléchir sur sa stratégie produit deux effets. Le premier, c'est que ça le motive. Donc, il cherche la motivation dans quelque chose d'original par rapport aux autres. Et la deuxième chose, c'est c'est très structuré ce qu'il fait. Et il a un découpage déjà, il a une logique. Et cette logique-là, il va l'appliquer.
Et ça, c'est ce qui fait en fait le petit plus des champions. Il y a celui qui va s'entraîner comme tout le monde, et il y a celui toujours qui va réfléchir pour donner du sens dans sa pratique. Et c'est pour ça que ce n'est pas étonnant qu'il ait gagné. Et d'ailleurs, ça rejoint les deux autres gagnants de la première et le troisième. J'ai oublié le nom de la première. Magali. Et le dernier, c'est Xavier Delanguigne. Qui est prof aussi, Magali. Magali, elle est prof de français maintenant, elle est psychothérapeute. Voilà. Et Xavier Delanguigne, qui est formateur en carte mentale. Et c'est pas le mind mapping. Alors on va l'évoquer tout à l'heure. C'est quelque chose qui est très à la mode. Et des gens qui font de la lecture rapide font aussi de la PNL et du mind mapping. C'est un peu lié, les trois. C'est lié dans un certain sens, mais c'est pas nécessairement. On n'est pas obligé de faire ces choses-là. Mais c'est révélateur en fait des gens qui ont une structure mentale, une structure mentale, une structure dans l'action. Ils ne se lancent pas dans l'action comme on parlait tout à l'heure de natation. Il y a une technique, c'est je pousse la personne. Oui, c'est ça, le pauvre, il va commencer à. Ou alors je sais que je fais mon plongeon comme ça, pour arriver comme ça, pas faire de vagues. Exactement. Ouais. Et là, la première qui n'était pas dans la lecture rapide, mais ce qui l'a aidé, c'est la carte mentale. Et Xavier Delanguigne qui a écrit des livres sur les cartes mentales, ce qui lui permet d'avoir une hiérarchie de captage de l'information. Et c'est fondamental quand on fait de la lecture. D'accord. Alors, là, on a commencé cette émission sur la lecture rapide et depuis le début, je vous parle lecture et vous me répondez cerveau. Alors, qui a inventé la lecture rapide? Est-ce que ce sont des littéraires ou est-ce que ce sont des neurologues? C'est la question un petit peu que je me pose, effectivement, puisque moi qui suis tout neuf, tout frais par rapport à la lecture rapide, quand j'ai préparé l'émission, j'ai lu beaucoup de choses aussi qui étaient en rapport avec le cerveau, la neurologie, etc. Mais ça, c'est venu après, parce que les neurosciences sont arrivées après. Historiquement. Mais pourquoi ça existe depuis quand? Alors, justement. Alors, c'est fin des années 50. Evelyn Wood, qui est une américaine, et son mari, enfin, en tout cas, elle, c'est celle qui va inventer l'expression de speed reading, donc lecture rapide. Et elle a appliqué les premières méthodes de marketing parce qu'elle a vendu sa méthode aux États-Unis. Et vraisemblablement que Tony Buzan, qui est un Anglais, qui est l'inventeur du mind mapping, a récupéré sa méthode au début des années 60 en Angleterre. Elle est connue, Evelyn Wood, parce qu'elle a formé énormément d'Américains et d'Américains connus. Des hommes politiques. Essentiellement des hommes politiques. Ouais. Après, il y a aussi une chose qui est assez un peu troublante, c'est que dans le même temps en France, on a eu un personnage, c'est François Richaudot, polytechnicien de la vieille école, et au même moment que Tony Buzan, alors moi historiquement je n'ai pas étudié la question. Bon, on ne sait pas qui a allumé la mèche. Mais quand on voit comment Tony Buzan, dans son livre sur la lecture rapide, il mène le questionnement de qu'est-ce qui pourrait lui permettre de devenir un meilleur étudiant, parce que c'est comme ça qu'il présente la chose, on retrouve le même genre de questionnement, mais du point de vue vraiment de l'esprit polytechnicien de François Richaudot. Un esprit plus pratique que littéraire, quoi. Très, très pratique, très dans l'efficacité. Et il a travaillé sur la typographie, il a travaillé sur les formes des lettres, il a eu un travail en profondeur sur l'écriture, François Richaudot. Pour la petite histoire, pour l'anecdote, c'est le créateur des éditions Retz. Et les éditions Retz sont spécialisées dans l'éducation. Et c'est une des références de l'éducation nationale. Et la genèse, je pense, ça relève un peu du mythe. On a toujours des grands noms comme ça n'a pas été, comment dirais-je… L'histoire n'est pas écrite. Exactement, ouais. Voilà, donc il nous reste un peu de traces, mais si on veut rester du point de vue ce qu'on trouve dans les livres, ça commence à être formalisé par Tony Buzan, et en même moment en France, on a François Richaudot. D'accord. Mais Tony Buzan raconte, parce qu'il nous a raconté l'histoire au mois d'août dernier, qu'il a 13 ou 14 ans, il est à l'école, et ils sont testés sur leur vitesse de lecture. Et lui, il lit à peu près à 150 mots minute, et il se rend compte que sa voisine, qu'elle lit plus vite que lui, qu'elle lit à 340 mots minute. Et lui, il se demande, mais comment est-ce qu'elle fait pour lire 2 fois plus vite que moi? Et c'est à ce moment-là que pour lui, l'intérêt sur la lecture rapide arrive. Et donc, alors qu'on est d'accord, vous qui êtes enseignant, 150 mots minute, c'est pas nul. C'est la moyenne. La première fois que je me suis mesuré, c'était 159 mots minute. Oui, c'est ça. C'est la moyenne. C'est le français moyen lié à 150. On lit naturellement. Je suis un français moyen. J'étais un français moyen. Alors, cette dualité entre Tony Buzan et donc le François Richaudot, polytechnicien français, cette dualité de vision de la lecture rapide, est-ce que c'est pas un petit peu ça justement le lien entre
la lecture rapide et le mind mapping? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un championnat de lecture rapide, il y a tout le temps une épreuve de mind mapping aussi. Là, ça a été fait parce que Tony Buzan a conceptualisé la carte mentale. Lui, il lui a donné le packaging. Alors expliquez, mind mapping, carte mentale, pour les téléspectateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Mind mapping, ça c'est le nom anglais déposé par Tony Buzan. Nous, on le traduit en carte mentale, carte heuristique, schéma heuristique. En fait, c'est une façon de concevoir les notes. On part d'une page avec un sujet central et une arborescence qui va sur les côtés. Oui, plus qu'une arborescence, on dirait même un dessin. On a vu une espèce de pieuvre, au championnat du monde. Tout à fait. Il y a des Chinois qui viennent avec leur feutre, leur crayon de couleur, qui dessinent vraiment des espèces de pieuvres. Un peu, bien sûr, mais au-delà du… En fait, c'est censé représenter le cheminement de l'information dans le cerveau. Donc, il faut voir l'image centrale comme l'idée centrale. Et l'information, avec ces branches-là, ça représente les dendrites, qui sont l'espèce d'autoroute qu'il y a dans le cerveau. Et les connexions entre les branches, ça représente les synapses, donc la connexion entre deux neurones, et l'information qui se déplace. Et Tony Buzan, il s'est dit, étant donné que le cerveau, il a un fonctionnement, pourquoi moi je vais avoir des notes linéaires les unes par-dessus les autres, plutôt que de donner au cerveau du prêt à réfléchir tout de suite. Et donc, il a fait sa carte mentale. Et le lien de la carte mentale avec la lecture rapide, au départ, ce n'est pas si évident que ça, mais le lien vraiment qui unit les deux, c'est le fait de donner une structure à l'information. C'est ça le plus de la carte mentale. Mais on n'est pas obligé de faire de la carte mentale pour faire la lecture rapide. Ouais. Alors, vous parliez de Tony Buzan qui démarre à 150 mots minute, vous qui étiez à 159, c'est ça, à vos débuts. Alors, c'est un petit peu surprenant, surtout quand on regarde un petit peu les interviews que vous avez données auparavant, où vous décrivez comme un gros procrastinateur, tout à fait. Je vais schématiser en disant intellectuellement un peu feignant peut-être, c'est-à-dire des capacités mais feignant quoi. Feignant. Comme je pense que c'est le lot de pas mal de personnes, c'est beaucoup de facilité dans certains domaines et moins dans d'autres. Alors on a tendance à rester dans ce qu'on sait faire et pas fournir les efforts nécessaires dans ce qu'on devrait. Par contre, moi j'ai une particularité, c'est que je ne suis pas francophone de base. Donc c'est pour ça que j'ai un gros centrage sur la subvocalisation. Parce que j'ai dû, moi, me répéter énormément les choses dans ma tête parce que je ne parlais pas le français quand j'étais petit à la maison. Voilà. Tu parlais quelle langue? Je parlais l'arabe. D'accord. Ouais, mes deux parents parlaient l'arabe. Aujourd'hui, tu passes par une période de transition. De transition pas du tout, au contraire même. Et ça, c'était prouvé par les neurosciences, notamment les travaux de Stanislas Dehaene, qui est celui qui a la chaire de psychologie cognitive au Collège de France. Il dit que l'apprentissage d'une langue, d'une deuxième, d'une troisième langue, enfin autant de langues qu'on veut, avant la fin de la puberté, permet de faciliter l'accès à de nouvelles langues plus tard dans la vie de la personne. Et que cette possibilité, cette capacité s'amoindrit avec la fin de la puberté. Au contraire, donc tu passes d'une langue à l'autre, comme ça, ton cerveau zappe. Tout à fait. Et oui, d'ailleurs, on dit que les enfants qui sont de parents de deux nationalités, de deux langues différentes, apprennent très facilement les deux langues, ce qui est beaucoup plus difficile après la puberté, justement. Exactement, et ça leur permet d'apprendre une troisième, une quatrième langue après. Par exemple, moi, j'ai jamais éprouvé de difficulté. J'ai fait allemand, première langue, j'ai fait de l'anglais, j'ai fait du grec. J'ai jamais éprouvé de difficulté, en fait, face à… Alors, c'est amusant parce que vous choisissez en première langue l'allemand, qui est une langue qui demande une certaine structuration mentale pour la parler, pour l'écrire, pour la pratiquer, notamment au niveau de la grammaire. Est-ce qu'il y a un lien avec la lecture rapide, le mind mapping, tout ça Est-ce qu'on peut avoir des structures, des structures de pensée, une structure de cerveau différente selon les gens qui vont conduire à pratiquer plutôt telle discipline ou telle discipline au niveau littéraire, sport cérébral ou autre? Quand on sait comment on fonctionne et qu'on a déjà une structure, tout est plus simple. L'avantage avec l'allemand, c'est que c'est une langue, par exemple, vous prenez les déclinaisons en allemand, c'est des tableaux à apprendre. Cette notion d'apprendre à travers les tableaux, c'est déjà une structuration des choses. Et l'allemand, on apprend intuitivement au départ et après on se rend compte qu'il y a des constantes, beaucoup plus en allemand qu'en anglais. Parce que vous prenez les verbes irréguliers en anglais par exemple, il y a des schémas, il y a des catégories de verbes irréguliers, mais il faut les apprendre un peu par cœur. Oui, c'est presque des maths quoi. Exactement, alors qu'en allemand, il y a des constructions, c'est un peu comme en arabe, c'est un peu comme en grec aussi avec les tableaux des déclinaisons, il y a une structuration. Et le fait de comprendre la structuration des choses permet de gagner énormément de temps parce qu'il y a la structuration générale. Une fois qu'on a compris ça, même dans un bouquin, c'est la même chose. Et après, il y a le contenu. Voilà. Et une fois qu'on a compris cette structuration, viennent les verbes irréguliers qui agacent énormément. Exactement. Et on comprend tout. C'est comme la métaphore de l'arbre. On a l'arbre, une fois qu'on comprend les racines, le tronc de l'arbre, après, c'est naturel qu'on a les feuilles et les fruits.
Alors, tous les gens que j'ai rencontrés qui font du mind mapping, de la lecture rapide, ils ont tous un langage imagé. Là, vous venez prendre l'exemple de l'arbre, comme ça. Est-ce que c'est lié justement à une façon de penser, à une façon de raisonner qui structure du coup un petit peu toute la vie, sa façon de parler, sa façon de vivre? Est-ce que le fait d'avoir une structure mentale particulière, est-ce que ça déteint après sur la vie quotidienne? Est-ce que vos amis vous disent ah ouais, mais toi t'es pas comme les autres? Alors, je ne sais pas Philippe, toi ce que tu en penses sur ce sujet-là? C'est-à-dire que les gens s'intéressent aux mêmes choses, donc effectivement, ils s'intéressent aux mêmes sujets, et donc parfois ça peut donner l'impression qu'il y a une différence. Mais c'est vrai que moi j'ai retrouvé dans tous ceux qui pratiquent le mind mapping et la lecture rapide, je retrouve cette façon de penser. Très surprenante d'ailleurs. Hein, et d'ailleurs, quand des gens viennent de l'extérieur, arrivent, ils demandent de quoi on parle. D'accord, oui. Alors, beaucoup. Et est-ce qu'à l'inverse, si vous entendez des gens que vous ne connaissez pas parler d'une certaine manière, est-ce que vous êtes capable d'aller le voir en disant toi tu fais du mind mapping ou toi tu fais de la lecture rapide? Non, ça ne se voit pas. Pas à ce point-là. C'est pas les envahisseurs. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a pas un signe de reconnaissance. Par contre, là, le fait d'utiliser des images, ce n'est pas quelque chose qui est spécialement lié à ça. Oui. Mais C'est une technique commune. C'est une technique commune à tout le monde, notamment à l'éducation. Parce que quand on était jeune, le meilleur moyen d'enseigner quelque chose à quelqu'un, c'est à travers une histoire. D'ailleurs, en pédagogie, pourquoi on a toutes les fables de La Fontaine? On ne peut pas raconter quelque chose à quelqu'un en lui disant oui, il faut que tu économises parce qu'il y a des temps sont durs. Alors on va lui raconter la cigale et la fourmi. Tout à fait d'analogie. Exactement. Et comme on a grandi avec ces systèmes-là, quand on parle avec quelqu'un pour rapidement lui expliquer quelque chose, on va lui donner quelque chose d'imagé. C'est ça la puissance de la métaphore. Et la métaphore, c'est utilisé dans tous les grands textes, on utilise la métaphore. Mais Emmanuel, aujourd'hui, parce qu'il y a une troisième discipline dont on n'a pas encore parlé, mais il y a le mind mapping, il y a la mémorisation. Et aujourd'hui, dans les techniques de mémorisation, et quand on parle de mémorisation, alors on peut retenir des chaînes très très longues. Tout à fait. On utilise des chemins. Alors le mind mapping, ça n'est pas une technique de mémorisation, donc c'est un outil de mémorisation. Mais la mémorisation, c'est encore une autre discipline. C'est une autre discipline, et on utilise justement les images. Exactement. D'accord. Alors, on parlait d'éducation, et vous êtes vous-même enseignant, vous avez enseigné avec des plus petits, aujourd'hui avec des plus grands, des ados. À partir de quel âge on peut apprendre la lecture rapide? La lecture rapide, elle peut... Et à quoi ça sert d'ailleurs de l'apprendre jeune? Oui, après, justement, là, il faut qu'on s'arrête un petit peu sur la notion de rapide. Il y a la lecture. Moi, je pense que la lecture rapide n'existe pas. Il y a la lecture et il y a des niveaux différents de lecture. Et la lecture rapide... Pourquoi les gens lisent doucement en vérité? Il n'y a pas de lecture rapide. On a appris une façon standard de lire qui est la façon scolaire. C'est plutôt les autres qui lisent lentement, c'est pas vous qui lisez vite. Exactement. Et en fait, la lecture rapide, c'est un peu la réappropriation de la lecture à un moment donné de sa vie avec tout le potentiel qu'on a gagné au collège, au lycée, à l'université quand on a fait des études et pas nécessaire de faire des études. Si quelqu'un veut arrêter et continuer à lire, il doit prendre conscience à un moment donné de tout ce qu'il sait, de tout son bagage culturel, de son bagage linguistique et de le mettre au service de cette nouvelle lecture. Ce que vous dites, c'est que vous ne lisez pas plus vite que les autres, vous lisez différemment. C'est que je lis différemment, ce qui me permet de gagner du temps par rapport aux autres. C'est comme si on avait des... Le gain de temps, c'est la conséquence. Exactement. Voilà. Et que les gens continuent à lire comme s'ils étaient encore en CP, en CE. Hein. Alors, on va utiliser une loi qui va vous parler certainement, Manuel, c'est la loi de Parkinson. Ah, oui. La loi de Parkinson, c'est-à-dire que si vous avez un livre de 400 pages et qu'on vous donne tout le temps que vous voulez pour le lire, tout à fait. Eh bien ce temps, vous allez le prendre. Alors que si vous dites à votre cerveau, tu as un livre de 400 pages, mais tu as 1 heure ou 2 heures, tout à fait. Votre cerveau va accélérer de lui-même. Vous, ancien procrastinateur, ça vous convient très bien, ça. Exactement. De dire, j'ai pas le temps, donc il faut que j'aille vite. Tout à fait. Et justement, la caractéristique des procrastinateurs, c'est qu'ils ont une mauvaise conception du temps. Elle est erronée dans leur tête. Et comme ils vivent énormément dans leur tête, ça fait qu'ils ont du mal à passer à l'action. C'est pas rêveur, parce que dans les profils de personnalité… On reste concret quand même, le rêve. Exactement, le rêveur. En fait, il y a une partie de rêve, mais avec de l'angoisse aussi. Donc c'est un peu entre le rêve et le cauchemar, on va dire. Alors j'en reviens un petit peu à ma question. Est-ce que le fait de lire différemment, c'est-à-dire de structurer sa lecture différemment et de penser sa lecture différemment, est-ce que ça amène dans la vie de tous les jours, est-ce que vous avez vu l'un et l'autre à mesure que vous aiguisiez votre technique de lecture et votre façon de lire, ça crée forcément des réflexes intellectuels, j'imagine, neurologiques. Est-ce que après dans la vie, on s'aperçoit qu'on fait certaines choses différemment?
Ça peut être des choses banales, hein, vraiment des choses de tous les jours. Alors, ce qu'il faut expliquer, parce que Manuel Mariani, on n'a pas défini ce que c'est qu'une épreuve de lecture rapide. Oui, alors ça, c'était une de mes questions. Alors justement, comment se passe une épreuve de lecture rapide? Voilà. On va commencer par là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un livre à lire, et ensuite vous devez répondre à 20 questions précises. Alors 20, 25 ou 30 questions sur le livre. Donc, ce qui veut dire que vous devez non seulement le lire vite, vous devez lire bien. Mais vous devez ensuite le comprendre. Donc il y a deux aspects dans la lecture. C'était une de mes questions. Quand on lit vite, est-ce qu'on comprend moins bien? Est-ce qu'on peut lire trop vite? Est-ce que ça existe lire trop vite? On peut lire trop vite, comme on peut manger trop vite et se faire mal au ventre. Mais pour terminer ce que Philippe a dit, on nous pose des questions, mais on ne nous laisse pas le livre pour y répondre. On n'y répond qu'à partir de nos notes qu'on a prises. Donc il se peut que les notes qu'on a prises… D'accord, la lecture rapide, on prend des notes aussi en même temps. On a le droit de prendre des notes et normalement ça se fait sous forme de carte mentale dans le cadre de la compétition. D'où le lien entre les cartes mentales. Mais ça c'est une particularité de Tony Buzan de absolument coller, c'est pas une critique, mais c'est un état de fait, de vouloir associer les deux. Alors qu'il y a… Quel pourcentage des lecteurs rapides utilisent la carte mentale? Franchement, moi j'en ai pas. Au championnat du monde quand j'y étais, j'étais le seul de ce que j'ai vu avoir fait une carte mentale pour prendre mes notes. Ouais, j'ai pris des notes sur les 200 premières pages et pas sur les 200 dernières parce que ça allait pas assez vite à mon goût. Je me suis fié à ma mémoire, à mon intuition. Moi, je voulais revenir à votre question. C'est pour ça que je vous prenais l'exemple, Manuel, parce que en fait, quand vous lisez, on a tous une façon de lire. On lit tous comme des journalistes. C'est pas tellement le sens qui nous intéresse, c'est la question qu'on pourrait nous poser derrière, parce que ça nous oblige en permanence, quand on a une information, à la traduire en question. Et là, vous avez une caractéristique de ce qu'on appelle la lecture active. D'accord. Voilà, parce que voilà, c'est pas l'histoire qui nous importe. C'est qu'est-ce qu'on en fait de l'histoire. C'est qu'est-ce qu'on en fait de l'histoire. Donc si on vous demande quelle était la couleur du pull-over de Mohamed le jour où il a rencontré Philippe, vous savez ou vous ne savez pas. Donc ça, c'est important de pouvoir inscrire tous ces éléments. Et ce qui fait que la lecture, ça accélère la lecture, le fait de penser comme ça et de travailler de cette manière-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on lit, systématiquement, on lit presque comme des spécialistes, c'est-à-dire voilà, et d'où l'intérêt par exemple pour des étudiants, c'est-à-dire que tout ce que vous lisez, vous le traduisez en question. Exactement. Alors on parle de championnat, on parle d'étudiants, mais parlons de la vie de tous les jours. Est-ce que la lecture rapide, quand on n'est pas un journaliste qui doit lire beaucoup de livres, quand on n'est pas un étudiant qui doit lire beaucoup de livres pour ses études, est-ce que dans la vie de tous les jours, l'apprentissage de la lecture rapide, ça a des utilités? Si oui, lesquelles? On a les téléspectateurs qui regardent l'émission. Moi, je pose la question, si on avait la possibilité, ou s'ils avaient la possibilité de lire un livre de 200 pages en 1 heure ou moins d'1 heure, ils liraient peut-être plus. Exactement, ils liraient peut-être plus. C'est comme si on disait à quelqu'un qui adore manger, imagine, tu peux manger 2 fois ou 3 fois plus, mais tu digères de la même personne. Là. Et tu vas digérer de la même manière et tu vis ta vie de la même manière. Mais je pense que les gens sauront quoi faire avec la lecture rapide. Mais j'étais à la bibliothèque hier, le fait de prendre un livre de 60, 100, 150 pages, en 20 minutes, une demi-heure, on peut le potasser, ressortir le contenu, et il n'y a pas besoin de prendre 2 heures, 3 heures, une journée, pas besoin. Donc ça veut dire même en termes de plaisir et d'aisance, on est tranquille. Alors Mohamed, je vous demandais tout à l'heure en tant qu'enseignant, mais à partir de quel âge on pouvait démarrer apprendre la lecture rapide? Ouais. Alors on peut lire partout que les enseignants conseillent pour être bon en orthographe, il faut lire beaucoup. Mais est-ce que si on fait de la lecture rapide, est-ce que ça peut créer des lacunes en orthographe parce qu'on lit trop vite, on ne mémorise pas assez les mots? Enfin, moi, je sais que quand j'étais, en général, je ne parle pas trop de moi dans l'émission, mais je vais prendre mon exemple, c'est que moi, quand j'étais enfant, je lisais beaucoup, je dévorais beaucoup de livres et j'étais très bon en orthographe et les professeurs disaient que c'était la conséquence du fait que je lise beaucoup de livres. Mais je les lisais à vitesse normale, entre guillemets. Classiquement. Un enfant, s'il pratique la lecture rapide, avec des techniques ou sans technique, naturellement, est-ce que du coup, ça lui fait zapper un petit peu de l'orthographe des mots et du coup, est-ce qu'il peut avoir des lacunes en orthographe? Non, pas du tout. Pas du tout. Et au contraire, je pense que l'écriture, la lecture et l'écriture, c'est les 2 exercices intellectuels les plus puissants qui sont à la disposition de l'être humain. Et en fait, la lecture, c'est un déplacement, la lecture. Donc, s'il se déplace très rapidement et qu'il s'habitue à se déplacer de cette manière-là, pour lui, ça va devenir naturel et normal. Parce qu'on avait terminé de répondre à la question tout à l'heure, mais un enfant, dès qu'il apprend la lecture,
le mettre sur le chemin de la lecture rapide, c'est lui faire éviter les freins de lecture, notamment la subvocalisation, le fait d'avoir un mouvement anarchique au niveau des yeux et la bonne articulation entre ce qu'il voit et comment il traite l'information. Si le professeur, l'éducateur, le parent ou tous ceux qui accompagnent les enfants prennent conscience de ça, ça va pouvoir faire évoluer l'enfant ou l'apprenant vers la lecture rapide. En même temps, pour écrire, pour être bon orthographe, il faut écrire. Et on sait aujourd'hui avec les recherches récentes… Donc c'est pas la lecture, c'est plus l'écriture. Ça va ensemble en fait. Ouais, C'est pour ça qu'on fait de la lecture et de l'écriture. Les deux vont ensemble parce qu'on peut lire énormément et rester sur la lecture, pas beaucoup écrire, mais l'orthographe est basée, là c'était les dernières recherches en sciences de l'éducation, elle est basée sur la forme des mots, donc sur l'aspect visuel et pas sur l'aspect de ce qu'on entend. Par exemple en français, le son « en » s'écrit de 25 façons différentes. Donc si je dis « en », on écrit quoi? E-N, A-N, E-M, M, il y a un H, il n'y a pas de H. Donc c'est la lecture en évitant les freins, plus le travail d'écriture. Il n'y a pas de secret. Plus on écrit, plus on devient bon à l'écriture. Et plus on lit. L'étymologie aussi, parfois. Exactement. Et les gens qui sont les plus, un peu comme Philippe, quand il décrit un peu sa façon de faire, plus ils vont se rendre compte que l'écriture obéit à des règles, obéit à des logiques. Et la lecture, c'est pareil, plus ils vont devenir bons dans ce qu'ils font. D'accord. Alors, au championnat du monde 2018 à Canton, où vous étiez tous les deux, alors vous en tant que participant et vous en tant que spectateur moi, j'étais spectateur de très loin parce que je n'y ai pas été. Mais voilà, moi j'étais en 2017. Il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. D'accord. Ouais. Alors, il y avait vos bagages. Mais vous étiez à Shenzhen l'année d'avant. L'année d'avant chez Shenzhen, ouais. Et donc le point commun en 2017 à Shenzhen et 2018 à Canton, c'est que parmi les compétiteurs, il y avait beaucoup de Français et beaucoup de Chinois. Est-ce que vous avez partie des deux grandes nations de la lecture rapide, la Chine et la France? Ou est-ce qu'il y a d'autres pays comme ça qui sont qui pratiquent beaucoup la lecture rapide? Il y a les Anglais. Parce que ce n'est pas très grand public, on connaît pas. C'est vrai que le grand public ne connaît pas beaucoup la lecture rapide. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui découvrent cette pratique, une majorité en tous les cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de la France et de la Chine comme étant deux grandes nations de la lecture rapide? L'Algérie, aujourd'hui, dont on voit qu'elle s'ouvre à la lecture rapide. L'Angleterre, puisque longtemps la championne du monde de lecture rapide a été anglaise pendant 6 ans d'affilée. Il y a un petit monopole britannique là. Mais dans l'organisation, parce que c'est eux qui organisent, donc voilà, il y a une ça joue aussi, ça joue. Mais il va y avoir une explosion parce qu'aujourd'hui, au même titre qu'on va à la gym pour entretenir son corps, les gens vivent de plus en plus vieux et aujourd'hui, vous allez devoir faire des exercices pour entretenir votre cerveau. Exactement. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on voit fleurir toute une catégorie de sport du cerveau. Donc vous allez avoir de plus en plus de lecteurs rapides, Manuel. D'accord, alors on parlait tout à l'heure de l'âge auquel on peut éventuellement commencer la lecture rapide, à quel âge on peut commencer la lecture rapide. Je crois que vous, en décembre 2018 à Canton, sur le podium avec vous, il y avait un petit jeune homme chinois qui avait quel âge? 12-13 ans, peut-être. Ah, je croyais que c'était 8 ans. 12-13 ans. Oui, d'accord, qui était tout jeune. Oui. Par rapport à moi, il avait l'air très jeune. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'étais très impressionné. Oui, c'est impressionnant à cet âge-là. Et le gars, il était arrivé numéro 1 en mind mapping. Ouais. Donc voilà. Le même garçon. Ah oui, non, mais c'est des machines phénoménales, c'est des ordinateurs. Ouais. Après, par rapport aux pays qui s'illustrent en lecture rapide, il y a la France, parce qu'il y a une grosse équipe française qui est partie cette année. Moi, quand j'avais été, on était deux. Il y avait moi et Steve qui a fait 4e. Oui, Steve Abdelkarim. Ouais, Steve Abdelkarim. Qui était arbitre, je crois, quand vous étiez… Qui était arbitre et qui est l'organisateur de l'équipe de France. De l'équipe de France. Voilà, donc, et qui est un des grands acteurs en Après, France de la lecture rapide. Il y a la Malaisie qui avait participé. Il y a Hong Kong qui avait participé. Pas mal de pays asiatiques quand même. Oui, parce que ça s'est déporté là-bas, parce qu'en termes d'organisation, quand on va là-bas, c'est digne d'une compétition internationale. C'est nous, et même les championnats de France de judo, qui est une institution de judo en France, ils sont peut-être pas aussi prestigieux. Ça n'avait rien à voir. Ouais. Alors on parlait de Steve Abdelkarim qui en 2018 était, on va dire, peut-être chef de la délégation française, organisateur de la délégation française. Qui est l'entraîneur de l'équipe de France de lecture rapide. Et qui est un des grands acteurs aujourd'hui de la lecture rapide. Qui est l'un des grands formateurs français de lecture rapide. En France, vous avez on n'est pas très nombreux de formateurs. Oui, parce que vous faites de la formation aussi maintenant. Moi, je fais de la formation. Et il y a Steve, Steve Abdelkarim, c'est
celui qui a, en quelque sorte, un peu démocratisé et qui a proposé au grand public la lecture rapide, qui a été un peu l'apanage un peu de certains métiers. Un peu précurseur. Ouais, voilà, qui l'a mis au service du public. Ouais. Ensuite, vous avez Michel Wozniak, qui est le premier Français qui a eu une médaille au championnat du monde, qui est formateur. Vous avez Nicolas Lisiac, qui est organisateur des championnats de France et qui a fait 3e, qui avait fait la compétition pour la Pologne. Vous avez Anaëlle Gombert, qui est formatrice en lecture rapide, sauf qu'elle a une petite particularité, c'est ce qu'on appelle la photolecture. Donc elle s'est spécialisée. C'est une autre méthode. Oui, c'est une autre méthode. Il y a deux méthodes. Là, on photographie justement des groupes de mots. Des pages entières. Qui sont. Est-ce que c'est pas une fusion entre le mind mapping et la lecture rapide? Elle n'est pas dans le mind mapping à proprement parler, parce que ce qu'on appelle photo reading, c'est quelque chose qui date un peu et qui a pris un chemin pas du tout pareil parce que ça vient des États-Unis et c'était pas du tout avec la carte mentale. Ça des années 60, je crois, la photolecture. Ouais, c'est ça. Et après, c'est que maintenant, on sait avec les neurosciences que ces techniques-là, que ce soit la lecture rapide, entre guillemets classique, et la lecture et la photolecture, qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas au hasard et qu'il y a des logiques en fait. Et que le cerveau, avec la puissance qu'il a, reconstitue une information. C'est comme si on lui jetait des éléments d'un puzzle et il nous les rendait avec le puzzle tout fait ou un Rubik's Cube tout fait. Vous voyez? D'accord, oui, c'est une machine à. Et d'ailleurs, accommoder un petit peu. Stanislas Dehaene donne un très bon exemple dans son dernier livre là, qui est sorti au mois de septembre. Enfin, il a dû écrire un autre entre-temps, qui s'appelle Apprendre, où il explique que le cerveau remet les choses dans l'ordre et au bout d'un moment, il donne un mot à l'envers et il dit c'est pour ça que vous êtes tout à fait capable de lire ce mot et le mot, il est à l'envers en fait. Et il dit qu'on serait capable de lire un livre entier écrit à l'envers. Mais certains dyslexiques, par exemple, ont déjà cette logique de l'interpréter. Et on peut imaginer que certains autistes seraient capables de photographier de la même façon des pages de livres entiers. Oui, il y a notamment des autistes qui sont capables d'envoyer une photo et de les restituer telles quelles. Exactement. Ça, c'est des façons de fonctionner du cerveau. Le mystère des méandres du cerveau, justement. Exactement, tout à fait. Qu'on a toujours du mal à maîtriser malgré tous les progrès de la science. Alors on parlait justement des diverses nationalités qui sont présentes dans les grandes compétitions. Et du coup, tout le monde ne lit pas le même genre de choses, puisque les Chinois et puis d'autres pays d'Asie lisent des idéogrammes, les pays de l'Est lisent du cyrillique, on est plus sur du sanskrit, je crois, en Inde et autour. Nous, on dit les caractères latins. Est-ce qu'il y a des pays qui sont avantagés par leur écriture? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tel ou tel pays, du fait qu'il soit en cyrillique ou en idéogramme, ça permet de lire plus vite? Par parenthèse, Mohamed, en 2017, c'était en anglais. Oui, vous étiez en anglais. Moi, je l'ai fait en anglais. En anglais, et ceux qui étaient là, et les Chinois qui étaient là, ont eu un livre en chinois. Et vous aviez quand même eu 18 bonnes réponses sur 20. Tout à fait. Alors qu'en plus, c'était en anglais. Oui. Et après, c'est par rapport à l'approche par rapport à la langue, c'est que si les langues, à travers un caractère, transmettent directement le sens, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Si je vous montre une image d'un avion, vous allez comprendre exactement de quoi je parle. Pour que je puisse construire le sens à travers le mot, il faut que je lise avion, les lettres, mais dans les lettres elles-mêmes, il n'y a pas d'indication que c'est un avion. Il va falloir que je transforme cet assemblage de lettres dans le sens. D'accord, oui. Donc ça veut dire que ceux qui ont une écriture imagée à la base, c'est beaucoup plus simple pour eux que des gens qui doivent passer un premier filtre. Les idéogrammes, par exemple. Les idéogrammes, le déchiffrage en image, il est beaucoup plus rapide que le déchiffrage à travers les caractères. Surtout que, par exemple, on prend un mot français qu'on utilise tous les jours, porte. Quand je lis le mot porte pour le cerveau, il parle de quoi? Il parle de la porte ou du verbe porter. Oui. Donc il y a encore un deuxième filtre. Et puis il y a 5 lettres. Il y a 5 lettres. Alors c'est un idéogramme en mandarin, par exemple. En mandarin, voilà, exactement. Et ça leur permet d'être plus rapide. Après, au niveau de l'écriture, moi, je ne pourrais pas vous en dire plus. Je dis, eux, ils ont plus d'avantages que nous. Enfin, en tout cas, de ce point de vue-là, oui. Voilà. C'est plus intéressant pour eux. Ouais. D'accord. Alors, quand il y a des championnats comme ça de lecture rapide ou même de mind mapping, qui sont les jurés, qui sont les arbitres, je ne sais pas comment on les appelle? Est-ce que ce sont d'anciens champions? Est-ce que ce sont des enseignants qui enseignent la lecture rapide, qui a la lourde tâche d'être arbitre? Alors, il y a une formation internationale
les juges en mémorisation, en lecture rapide et en carte mentale doivent avoir. Par exemple, moi, je suis arbitre international en carte mentale et en lecture rapide. C'est-à-dire que je peux… Alors, en carte mentale, j'ai un niveau d'arbitrage. Je n'ai pas le niveau, le plus haut niveau d'arbitrage. C'est comme le sport d'hiver, on peut avoir 2 étoiles, Exactement, 3 étoiles, exactement, flèches, exactement. Et parce que les règles sont très précises. Oui, c'est ma carte mentale à moi. Hein. Voilà, exactement, chacun. Et oui, les règles exactement sont très précises. Donc, quand on fait de la carte mentale, on a toute une grille d'évaluation. Et pour la lecture rapide, il faut passer une cooptation en fait, par l'organisation internationale de Tony Buzan pour les championnats du monde. Et comme la France a organisé avec lui les championnats de France, donc on a passé un certain nombre en France on a obtenu le diplôme pour la lecture rapide et pour la carte mentale. Et là, ils sont en train de travailler sur la certification par rapport à la mémorisation. Alors, vous avez parlé l'un et l'autre de formateurs célèbres en lecture rapide. On les a évoqués, notamment Tony Buzan ou autres. Mais est-ce que parmi les compétiteurs, est-ce qu'il y a des stars de lecture rapide, des gens que tout le monde admire bon, à part vous, puisque vous êtes tous les deux champions du monde. Oui, mais c'est pas champion du monde de… Oui, je pense que sur les Champs-Élysées, ça se passe encore à peu près bien. Ça oui, d'accord. Et on n'a pas encore notre étoile. Quand je parle de star, quand je parle de star, c'est dans le milieu de la lecture rapide, parce que c'est encore quelque chose d'un peu confidentiel pour le moment. Je ne sais pas si Philippe sera d'accord avec moi, mais il y a Anne Jones, qui est la personne la plus titrée, la plus médiatisée. Ouais. Et ouais, parce qu'en fait, dans l'introduction de son livre sur la lecture rapide, Tony Buzan introduit en fait le concept avec elle, donc ça veut dire que tous les gens qui se documentent sur la lecture rapide, c'est un nom qu'ils connaissent, Anne Jones. Ouais. Après, moi j'ai des réserves, hein. J'ai beaucoup de réserves sur la personne. Ouais. Vous allez voir. Alors des réserves, pourquoi? Moi j'ai commencé à m'intéresser à la lecture rapide. Je veux dire, après avoir été champion. Donc j'ai voulu, voilà, j'ai mené mon enquête, j'ai creusé. Bon, Anne Jones. Après, il faut savoir dans quelles conditions vous êtes testé et qu'est-ce qu'on évalue. Voilà. Encore une fois, dans un championnat du monde, vous lisez un livre, on évalue un certain nombre de questions. Anne Jones, donc la légende dit qu'elle lit Harry Potter en 43 minutes. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un Américain qui s'appelle Howard Berg qui, lui, était dans le Guinness Book des records et qui disait qu'il lisait 80 pages à la minute. Et donc, les gens qui ont enquêté se sont rendus compte que c'était faux. Ouais. Hein, mais lui déclarait lire 80 pages à la minute. On parle de cette citation de Woody Allen dans les années 60, qui traduite en français dit plus ou moins j'ai pris des cours de lecture rapide, on m'a fait lire Guerre et paix. Je sais que ça parle de la Russie. Alors, qu'est-ce qu'il faut retirer de cette citation? Il n'y avait pas besoin de lire le livre, il fallait lire la 4e de couverture, il aurait compris que ça parle de la Russie. Je pense que Woody Allen… Est-ce que c'est parce qu'il a voulu faire un bon mot de plus ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus? Parce que la plus grande star de la lecture rapide au monde, c'est JFK. Ouais, c'est John Fitzgerald Kennedy. C'est le président des États-Unis, puisque lui-même se revendiquait comme un bouffeur de livres, un speedreader. Mais c'était faux. En fait, il y avait une légende qui disait que… alors, il a été formé chez Evelyn Wood avec son frère. La fameuse, donc. Voilà, mais il n'a pas terminé la formation. Et un jour, vous connaissez ça, Manuel, vous qui fréquentez beaucoup l'Élysée, le journaliste de permanence à la Maison-Blanche, donc, apprend par la sœur du président JFK que le président s'est formé à la lecture rapide. Et donc, le journaliste de permanence, qui travaille au Times à l'époque, va dire ça à son patron, et le patron lui dit, vas-y, mène l'enquête, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, ça JFK lecteur rapide. Et donc il va voir le président et il dit, écoutez, mon président, j'apprends que vous êtes formé à la lecture rapide, qu'est-ce que ça veut dire? Entre-temps, le journaliste avait appelé l'école et on lui apprend que le président n'avait pas terminé la formation, mais qu'il devrait vraisemblablement lire 800 mots minute. Ce qui est énorme. Ce qui était déjà beaucoup. Oui, et là, Kennedy lui dit non, 800 minutes, c'est pas vrai. Enfin, quand je dis énorme, je parle pour moi, ça peut peut-être vous faire sourire. C'est énorme. Mais c'est énorme. Et là, le président lui dit non, j'ai lu un dossier de 26 pages en 1 minute, donc il est vraisemblable que je lise. Alors, est-ce qu'un dossier qui est une synthèse, ça ne se lit pas plus facilement qu'un livre lui-même? Bien sûr. Qui n'est pas encore synthétisé. Parce qu'il y a la tournure, il y a le style aussi d'ailleurs. Alors attendez, pour finir sur l'anecdote, pourquoi Manu je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, quand
vous tapez lecture rapide, le nom qui revient le plus souvent, c'est donc GFK, et dont on dit qu'il lisait 1200 mots minute. Mais en fait, c'est le journaliste qui lui a dit, écoutez, vous lisez donc 1000 mots minute, et GFK lui a dit, non, je ne lis pas 1000 mots minute, c'est pas assez. Et le journaliste lui dit, 1200, ça vous va? Et GFK a dit 1200. Et donc le Times sort son numéro en disant, le président des États-Unis lit 1200 mots minute, et c'est comme ça que ça a été repris dans le monde entier. Voilà, et comme c'est dans le Times, c'est forcément vrai. C'était vrai, donc personne n'a vérifié. Et ensuite, tous les conseillers de la Maison-Blanche, de l'administration donc Kennedy, mais les autres, ont été formés à la lecture rapide. Donc ce qui veut dire que tous les présidents des États-Unis sont formés à la lecture rapide, sauf bien sûr Donald Trump, qui n'a pas été formé à la lecture pour d'autres raisons, qui a été formé à la lecture des tweets. C'est ça, oui. Et à l'écriture des tweets. Rapide, voilà. Trop rapide. Voilà. Trop rapide, voilà. Très bien, oui, bah, effectivement. Alors, mais on peut imaginer quand même que tous les présidents des États-Unis et aujourd'hui tous les lecteurs de scénarios qui travaillent dans le cinéma sont des lecteurs rapides. Ouais, ils le sont même s'ils n'ont de pas fait. fait l'apprentissage. Ils le sont de fait. Bien sûr. Alors, moi, il y a une question que je me pose, parce que moi, je lis, mais moi, je lis je lis moins parce que j'ai moins le temps, comme beaucoup de monde, hélas. Mais quand je lis, moi, j'aime bien prendre mon temps pour lire un livre, pour apprécier le style, pour apprécier l'histoire, etc. Et quand on lit un livre en moins de 2 heures plutôt qu'en 5, 6, 8, 10, 12, 24 heures, est-ce qu'on a vraiment le temps d'apprécier le style d'un auteur, de pénétrer dans son univers? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on lit? Est-ce qu'un beau roman, par exemple, on va le lire mais uniquement d'une façon technique, sans avoir le temps d'apprécier le style? Vous qui êtes tous les deux assez littéraires. C'est une bonne question, et c'est la question qui revient le plus souvent. Manu, c'est comme aller faire un footing au bois le dimanche et aller faire le footing en compétition. C'est deux exercices qui sont vraiment différents. Aujourd'hui, entre midi et 2, vous allez à la FNAC, vous avez 30 minutes devant vous, vous allez prendre un bouquin, vous le lisez tranquillement et vous le digérez. Voilà. Demain, vous avez un exposé à faire ou une synthèse à préparer, vous mettez en mode lecture rapide et c'est très bien. Mais au bord de la piscine, ça n'a pas de sens. Après, cette question-là, on se met à la place de ceux qui la posent. Quand on est habitué à une seule façon de faire, donc la référence, c'est ce qu'on sait faire. Donc ça, c'est une question de lecteur lent. C'est une question de lecteur lent. C'est comme si on me dit, ouais, mais moi, quand je fais mon footing, j'aime bien prendre tout mon temps. Ouais, mais en fait, tu ne peux pas faire autre chose. Tu n'as pas d'autre moyen de te déplacer pour ton sport. Maintenant, si je te propose une autre façon de faire, une autre méthodologie, pour arriver plus vite. On peut l'adapter à son besoin ou à son envie. Exactement. Ça veut dire, quand tu veux faire ton footing, par exemple, moi, ce que j'adore, c'est les inconnus. J'adore les inconnus. Les sketchs, je les connais par cœur. J'ai un ami qui m'a prêté, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, il m'a prêté les DVD à l'époque des DVD. C'était des VHS. C'était des VHS à l'époque. Voilà. Mais je lui ai rayé ces DVD. Pourtant, on connaît les blagues, on anticipe, mais le plaisir que ça nous a procuré la première fois, on veut le retrouver sans cesse. On peut très bien imaginer la même chose pour la lecture. À ce propos, Tony Buzan, quand il lit un roman, le lit à vitesse normale. Donc, s'il veut le lire rapidement, il peut le lire très rapidement pour X raisons. Mais il y a aussi, là où la notion, parce que ça, la notion de plaisir, c'est une notion totalement subjective qui change d'une personne à l'autre. Et il y a le plaisir de lire et de prendre son temps, mais quand on n'a pas le choix, est-ce que c'est un réel plaisir? Donc, c'est une question que je pose. Et deuxième chose, c'est le fait de lire plusieurs livres quand on veut, comme on veut. C'est une liberté extraordinaire dans laquelle on peut éprouver énormément de plaisir. Alors, quand on s'intéresse un petit peu à la lecture rapide et quand on vous voit, vous tous les deux, au niveau que vous avez, c'est-à-dire en termes de performance, au niveau de rapidité, il y a un côté un peu surhomme. Alors, vous qui êtes professeur de lettres et d'histoire, vous avez pas mal enseigné dans des lycées dits dans des secteurs difficiles, notamment dans le 9-3, comme disent les jeunes. Exactement. Est-ce que dans ce type de lycée où souvent il y a une espèce de culture du je te regarde comme ça, etc., où on se teste, on se jauge, est-ce que ce côté un peu surhomme de la lecture, ça a pu changer le regard que les élèves avaient sur vous? Non, il a confirmé le regard qu'ils avaient déjà sur moi, parce que dans mon enseignement, j'ai essayé de faire prendre conscience aux élèves qu'à leur niveau, chacun à son niveau, tout le monde est un surhomme
sur homme avec un grand H. Hein. Et que de toute manière, au premier cours, j'explique à mes élèves qu'on est dans un grand théâtre, que forcément dans la classe, il y a le loupard, il y a le bouffon, il y a le travailleur, etc. Il y a le timide, il y a le dragueur et tout. Je leur dis qu'on passe notre temps à endosser des rôles. Maintenant, la question, c'est qui êtes-vous vraiment et comment vous allez vous révéler pour de vrai en tant que ce que vous êtes. À partir de là, quand on fait ce travail-là, ça c'est le travail des adultes, hein, et plus on grandit, on devient mature et plus on prend conscience de ces choses-là. Sauf que voilà, il traverse une période qui est difficile et moi ça, j'essaie de le faire taire tout de suite pour pas que ça s'exprime plus tard dans l'année. Alors l'effet que ça provoque, c'est que ceux qui sont vraiment des durs à cuire, les durs à cuire vont plus à l'école depuis belle lurette. Hein, oui, c'est ce que je leur explique. Je leur dis de toute c'est pas eux qui manière. vont perturber le cours. Donc. Je leur dis de toute manière dans la classe, c'est simple. Vous êtes tous des bouffons. Le seul ici qui est un loupard, c'est moi, parce que je vous donne cours. Si vous voulez devenir un vrai loupard, il faut devenir journaliste, médecin, avocat, policier. Vous les provoquez un peu en fait. Je les provoque et là, ça a deux effets. Alors, ça augmente l'aura que j'ai auprès de mes élèves. La curiosité peut-être aussi. Et la curiosité. Ouais. Et après, tout mon enseignement consiste à me mettre à leur niveau pour leur montrer que c'est accessible à tous. Que c'est que des discours, mais que dans la vie de tous les jours. Et votre histoire, vous. Et par identification. Qui ne venait pas d'une famille. Pas du tout. Moi, mon famille monoparentale. Premier cours, je leur dis bon, c'est simple. Mon père, il est mort. C'était en 83. Ma mère a fait le ménage. C'est très caricatural. Ma mère a fait le ménage. On ne mangeait pas de la viande tous les jours. Alors, je dis celui qui commence à me sortir l'assistante sociale. Je leur dis ça ne marche pas. Donc, tous ces arguments-là, mettez-les à la poubelle. On va jouer carte sur table. Et le but, c'est que vous appreniez des choses. Donc, vous arrivez vraiment un peu en début d'année, vous jouez un peu le loupard. Il faut jouer le loupard, après démystifier le rôle du loupard pour leur dire que ça ne sert à rien du tout et que le vrai sens de la vie qui leur permettra d'apprendre et de se construire en tant qu'adulte, parce que c'est ça l'enjeu qui est derrière pour des jeunes de leur âge, c'est de se construire en tant qu'adulte, eh bien c'est d'abord gratter tout ce qu'on se construit comme carapace, comme défense, etc. pour se construire quelque chose, une vraie personnalité beaucoup plus saine. Alors et vous Philippe, à la radio vous travaillez, on ne vous prend pas pour un loupard, mais peut-être pour l'intello parce que vous avez des piles de livres sur votre bureau. On appelle ça, c'est une maladie qui a été diagnostiquée, Manu. Ah oui, on appelle ça la maladie des pales. Alors expliquez-moi. C'est des piles à lire. Ouais, c'est vrai, les piles à lire, les pales. Okay, ce sont les piles qui s'accumulent sur vos tables de chevet ou sur vos… Partout. Les pales. Dans la cave, j'ai des cartons de Sundoku. Les Japonais disent est-ce que vous finissez par tous les lire ou est-ce que… Mais bien sûr. Est-ce que c'est un besoin, est-ce que c'est une drogue, il faut en avoir beaucoup? C'est Oussama Hamar a dit un livre acheté est un livre à moitié lu. Alors qui est Oussama Hamar, dites-nous? C'est pas mal déjà. C'est Monsieur Startup. Voilà. C'est l'entrepreneur de Startup en France le plus connu. Un livre acheté est un livre à moitié lu. Exactement. Achetez des livres. Exactement. Et lisez-les après. Alors, donc on parlait de formation que vous n'avez pas suivi, Philippe, puisque vous avez un peu développé votre propre technique. Non, j'ai suivi la formation. Ah d'accord, vous avez suivi j'ai fait la formation le lendemain. Après avoir gagné. Après avoir été champion du monde, le lendemain, pour comprendre comment j'ai fait pour gagner. Voilà, j'ai fait la formation. Ou peut-être pour comprendre pourquoi les autres n'ont pas gagné, c'est ça? Peut-être. On a toujours à apprendre. Alors justement, vous, Mohamed, vous avez créé la MK Academy, donc avec vos initiales, dans laquelle vous formez entre autres des ados, des pré-ados, mais aussi des adultes. Alors, quel genre de formation vous proposez? Quel est le programme des formations? Est-ce qu'on peut dire que, parce que j'ai regardé un petit peu vos formations, moi j'ai eu l'impression que le fil conducteur, c'était, quel que soit le type de formation, en fait, vous appreniez à apprendre. Exactement. Parce que la plupart des apprenants, des élèves, des étudiants, des collégiens, lycéens, ou après des gens qui apprennent pour le plaisir, font tous la même chose. Et il faut juste reculer d'un pas pour observer, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Philippe, pour observer ce qu'on fait. Pourquoi on le fait comme ça? Juste parce que le prof l'a dit ou parce que l'école le présente de cette manière-là. Non, au bout d'un moment, on est une personnalité, on est un individu avec des caractéristiques propres. Quand on arrive à comprendre ses points forts et utiliser ces leviers-là, ça nous permet de gagner énormément de temps par rapport à ce que tout le monde fait. Dans la MK Academy, je ne suis pas tout seul. J'ai ma collaboratrice, mon épouse qui travaille avec moi, le docteur Jaïda Bouskra. Et Meïn aussi, Thomas Roger qui travaille avec moi sur les vidéos, on est une équipe. On a essayé de décortiquer c'est quoi le processus de la lecture. Et à chaque fois de proposer une approche de cette étape-là le plus simplement possible. Par exemple, on va prendre un exemple, alors, il y a de la concentration. Vous dédramatisez l'apprentissage, c'est ça? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des gens,
c'est à l'école, tout s'est fait à l'école. C'est la montagne devant soi, on sait Mais, pas comment la mais le gravir, problème, quoi. c'est qu'une interprétation d'un moment donné, c'est pas l'école en tant que telle. C'est l'école, alors quand on est un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, on voit des choses, ça nous construit un monde, mais qui n'est pas le monde réel. Alors j'ai vu dans un reportage dans lequel il y avait justement, parce que je prends l'exemple de la montagne, il y avait un prof comme ça qui disait à ses élèves, donc vous avez une montagne devant vous, vous ne savez pas comment la gravir, mais moi je vous le dis, il y a un téléphérique là. Exactement. Voilà. Et exactement. donc, vous montez avec moi dans le téléphérique, Exactement. vous y allez à pied, mais ceux qui vont à pied, ils ne se plaignent pas. Voilà. Est-ce que c'est une exactement- façon d'apprendre? C'est le raccourci, prendre des raccourcis. Aujourd'hui, on est en 2019, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de progresser et ça nous permet, tout à l'heure Philippe parlait de maladies liées au cerveau, ça nous permet de vivre plus longtemps parce qu'on entretient son cerveau. Et le contenu de la formation, il y a de la mémorisation, il y a de la mémorisation, les gens ne savent pas comment ça fonctionne et pourtant on utilise la mémoire tout le temps mais on ne sait pas comment ça fonctionne. La concentration, il y a des techniques hyper simples qui nous permettent de nous concentrer et de ne pas perdre du temps. Par exemple, dans la lecture, il y a des gens, ils ont du mal à entrer dans le bouquin. Pourquoi? Parce que c'est comme le diesel, il faut attendre 5 minutes que l'huile échauffe pour que le moteur il n'ait pas de problème. Et on lit, il commence à comprendre. Mais ça, on peut le faire avant d'entamer le livre et de gagner énormément de temps. Et ça prend 2 minutes, 3 minutes, pas plus. D'accord. Ensuite, la prise de notes. Donc il y a un échauffement intellectuel. Alors, il y a un conditionnement. Déjà, il y a des choses, il y a des questions. Parce que déjà, quand on voit un livre de 400 pages, ça pique un petit peu à l'intérieur. On commence à se poser plein de questions. Ah bah tiens, j'ai des nettoyages à faire, j'avais oublié. Parce que ça nous renvoie à une certaine vision de nous-mêmes en échec. Et on n'a pas envie d'être en échec. Alors que quand Donc on fait… apprendre à apprendre, c'est aussi apprendre à s'estimer peut-être déjà au départ. De toute manière, c'est apprendre. On a tous des compétences. Et quand on va lire un livre de 400 pages, on ne va pas lire les 400 pages d'un coup. On commence, ça c'est pour les procrastinateurs, méthode des 5 minutes. Je vais lire 5 minutes, après j'arrête. Si je veux continuer, je continue. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Le plus dur, c'est toujours de démarrer, justement. Le plus dur, c'est le démarrage. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce questionnement, mais c'est très lourd psychologiquement pour les personnes, en fonction de tout ce qu'on a vécu Leur à l'école. etc. Background et surtout l'échec. Quand on a un plaisir, on a un certain nombre d'émotions, le cerveau enregistre l'information. Quand on a un échec, en fait, l'impact sur le cerveau est beaucoup plus lourd. Donc ça fait qu'on n'a plus envie de revivre ça, donc voilà, on procrastine, on va faire autre chose, etc. Alors si nos téléspectateurs sont intéressés par les formations que vous proposez, vous avez un site internet, J'ai une un page Facebook. site internet de www.mkacademy avec un y.net. Donc Il y a MK comme Mohamed Koussa. Mohamed Koussa Academy. Donc j'ai une chaîne aussi YouTube où je donne des astuces d'apprentissage, je présente certains livres. J'ai fait une vidéo sur le dernier livre d'Edriss Aberkan qui a été reprise par l'auteur sur son site internet. J'essaie de démystifier un peu ce qu'on a essayé de faire autour du savoir. Voilà, c'est que c'est accessible que Tour d'Ivoire. Il y a du travail, attention, il ne faut pas que les gens s'imaginent que je vais prendre le livre, je le pose sur mon front, j'ai téléchargé du savoir, pas du tout. Mais avant d'arriver à une facilité, tout est difficile avant de devenir facile. Il y a de l'entraînement, il y a de la stratégie, mais c'est accessible à tout le monde. Alors une preuve qu'il n'y a pas que la lecture qui est rapide, c'est qu'on arrive presque au terme de l'émission. Hein, c'est passé très vite. Donc moi j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre une dernière question commune à tous les deux. Qu'est-ce que la maîtrise de la lecture rapide vous a apporté à l'un comme à l'autre, que ce soit dans votre vie professionnelle, mais aussi, si c'est le cas, dans votre vie quotidienne? Qui veut commencer? Philippe, je ne sais pas si tu veux. Philippe, Dans ma vie professionnelle, c'est sûr que quand j'ai 1000 pour vous, pages à c'est lire, plus une nécessité. voilà, Oui. donc pour moi c'est évident, que… Mais sur d'autres aspects de votre vie professionnelle, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Oui, parce qu'aujourd'hui l'information elle est partout, on a énormément d'informations à traiter toute la journée, donc ne serait-ce que lire des mails, même se renseigner sur tous les lire plus vite, sur ça tous les aide à faire dossiers. le tri plus vite aussi, c'est ça? Ça aide à rentrer un maximum d'informations et de la stocker. Donc ça, aujourd'hui, on en a tous besoin. Mohamed parlait de la méthode tout à l'heure. C'est pas parce qu'on apprend des méthodes qu'on lit vite. Hein. On ne lit vite que parce qu'on les pratique. Et on les pratique au quotidien. Et dans la vie quotidienne, alors, qu'est-ce que ça a pu vous apporter en particulier? Si ça vous apporte j'ai supprimé la télévision. Ouais. Voilà, parce que je lis, ça fait longtemps, mais je lis, je rentre chez moi et je lis. Ouais, j'ai pas de télé, moi. Et je lis pour le Mohamed, vous plaisir. non plus. Alors c'est un point commun à beaucoup de lecteurs rapides, le fait de ne pas, Oui, avoir non, de télévision. alors je ne sais pas si c'est un point commun. Mais Ce qui est sûr, et là je renvoie au livre de TV Lobotomie de Michel Desmurget, qui est neuroscientifique, qui est très connu, puisqu'il a étudié au MIT, il est chercheur au CNRS, sur les effets de la télévision, sur la concentration et notamment l'attention, qui est un des leviers le plus importants pour la lecture, l'attention.
quand on dit un élève soit attentif ou un enfant soit il y a une attentif. étude qui a été faite, un élève qui fait ses devoirs, la télé allumée, Ah non, mais ce sera 3 fois moins vite que si la télé était C'est éteinte. une pléthore d'études. Même s'il ne la regarde pas. Même un enfant de moins de 2 ans qui est exposé à la télévision sans qu'il la regarde, puisqu'il a moins de 2 ans, il développe 3 fois plus de chances de développer des troubles de langage qu'un enfant qui ne le fait pas. Moi, ce que ça m'a apporté pour répondre à la question, c'est que déjà j'ai changé de travail. Donc ça m'a, moi j'ai fonctionnaire pendant des années. Et puis Ça là, vous a ouvert des portes. Oui, parce qu'on a l'impression, c'est pas on a l'impression, c'est qu'on voit que les limites qu'on s'est créées pendant des années, c'est tigre de papier pour en prendre une ancienne expression, mais c'était des choses qu'on se met, des faux filtres, et qu'au bout d'un moment, on peut atteindre des résultats à partir du moment où on fait un travail d'introspection sur soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres, parce que tout seul, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que quand je viens comme ça, dans des émissions comme ça, ou quand j'ai des contacts avec Philippe ou avec d'autres personnes, ça fait extrêmement plaisir et ça développe de l'intérêt pour l'être humain, pas que pour soi en fait. Bon, on est vraiment au terme de l'émission. Donc, on dira que c'est un excellent mot de la fin. Merci. Donc, Philippe, on vous retrouve vous sur l'antenne de Beurre FM. De Beurre FM tous les jours, matins, je crois, de 9h à 10h. Voilà, et même le week-end. AVS. Et même le week-end. Et même le week-end, Ah ouais. samedi et dimanche. Très Et le bien. book club le dimanche entre midi et 13h. Super. Très bien, le book club, donc là, les fameux livres. Et Et moi, puis, sur, vous, Mohamed Koussa. Sur la chaîne YouTube, s'il y a les gens qui veulent Donc, regarder. votre chaîne YouTube. C'est Mohamed Koussa. Donc, La MK Academy. Tout à fait. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir été avec nous à tous les deux. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Portrait chinois. Restez avec nous pour la suite des programmes.